Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Je m'appelle Moustapha Salan. Je suis président de l'association AVA, Association Victimes Attentats de Strasbourg. Je suis la personne qui a été prise en otage lors de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre 2018. Je suis témoin clé de cette affaire-là, mais aussi victime de cet attentat-là. Donc lors de mon travail, j'ai été pris en otage par un terroriste. Donc j'étais chauffeur de taxi et je transportais des parlementaires que j'avais déposés dans un quartier qui s'appelait la Petite France. Au moment où ils sont descendus du taxi, ils ont laissé la porte arrière ouverte et le terroriste en a profité pour monter à l'arrière. Il me tutoie, il parle très fort, il est très nerveux, il transpire énormément. Et donc là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il a rien d'un touriste, il a un regard noir, il transpire, il tourne sa tête dans tous les sens. Donc on roule, il demande de rouler très très vite. Il a une masse en dessous de sa veste, c'est une chose que je constate. À ce moment-là, donc celui qui fait l'itinéraire, je roule et je lui pose encore une fois la question. Je lui dis qu'est-ce que tu as parce que tu n'as l'air pas bien, est-ce que je peux t'aider? Donc là, j'enclenche une conversation. Et donc, il me pose une question d'abord, est-ce que je suis d'origine arabe? Je lui dis bien sûr que je suis arabe et que je parle l'arabe. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne pourrais pas te dire, tu ne sais pas ce que je viens de faire? Je dis non. Il me dit, je viens de faire un attentat à Strasbourg, je viens de tuer 10 personnes, j'ai tué aussi des musulmans, j'ai tiré sur des militaires, j'en ai tué aussi des militaires, ils m'ont blessé, voilà. Et donc là, on est arrêté dans un feu rouge, je retourne pour le voir, il saigne énormément effectivement du bras gauche, et là il me pointe l'arme sur moi, au niveau de mes côtes, au niveau du flanc. Il me dit, écoute, à partir de cet instant-là, tu vas aller plus nulle part, tu vas rester avec moi. Et c'est fini pour toi ce soir. Donc à ce moment-là, je reste calme. Et je dis, c'est pas possible qu'il y ait un attentat à Strasbourg. J'ai rien entendu, je n'avais pas aucune information parce que ça venait d'arriver. Bon, là, il commence à revendiquer pourquoi il a fait ça, en disant qu'il était fier de ce qu'il venait de faire. Et il me dirait, il faudrait tous les éliminer. Bien sûr, il parle des militaires, il parle des États. Tu veux que je fasse quoi? Moi, je suis un simple chauffeur de taxi. Il appuie avec son arme derrière. Je réfléchis comment pouvoir m'échapper de ce type-là. Parce que je pars du principe que si la police arrive, on est morts tous les deux. C'est simple. Moi, ils vont me prendre pour un complice. Lui, il est recherché. Et derrière, ils vont nous tirer dessus. Donc, il faut que je me débarrasse d'une manière ou d'une autre. Et à un moment, il me parle d'une grenade qu'ils ont trouvée chez lui le matin même. C'est-à-dire, il y a une perquisition de la police et de la gendarmerie qui sont venus pour l'arrêter. Pour une autre affaire, ils ont trouvé donc une grenade, des armes et autre chose. C'est ce qu'ils m'annoncent. Il faut que j'arrive à m'échapper de ce type-là parce que moi, je sais que je vais y passer ce soir. Et donc, son objectif à lui, c'est d'y aller au commissariat. C'est de finir le travail au commissariat, c'est d'y aller, de tuer du policier. Et si on va jusqu'au commissariat, il y a deux solutions. Ou je suis mort parce que je sais qu'il va tirer ou va jeter des grenades parce qu'il avait quand même cette masse qui était en dessous de sa veste. Ou bien il faut que je me jette avec lui dans l'eau, parce qu'il y a des rivières qui passent devant le commissariat, et on va en finir. Mais il est hors de question qu'il tue qui que ce soit.
Ça, c'est l'objectif que je me suis fixé. Et comme ça, on ira mourir tous les deux dans l'eau. Et donc, on roule direction le commissariat. On est à peu près à 900 mètres du commissariat. Et là, miracle, il a une douleur au niveau de son bras parce que quand il a tué les personnes au centre-ville de Strasbourg, il avait été pris en chasse par les militaires. Et ils l'ont touché une fois au bras et une fois au pied. Et donc, il voulait que je le soigne. Je dis oui, pas de problème, mais il faut qu'on s'arrête. Donc, lui, il descend en premier, à l'arrière. Moi, je descends avec prudence, méfiance, et je dois faire face à ce type-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va, sa réaction. Et au moment où j'arrive au niveau du coffre, et là, il me met l'arme sous le ventre. Il me dit, tu fais le malade, je t'allume. J'ai dit, écoute, voilà, j'ai des paquets de mouchoirs, des grands paquets de mouchoirs, je vais te les donner. Je vais te donner de l'eau, comme ça tu pourras te laver. Et voilà, moi je te laisse là. Moi je sais pas, je suis pas habilité à soigner des blessures par balle, etc. Tout taxi en France, ils sont dotés d'un brevet de secourisme, qui est obligatoire. Mais moi, dans ma tête, il est hors des questions de rester plus longtemps avec lui. Parce qu'à un moment ou à un autre, si la police arrive, on est mort. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Ça. Donc moi, il faut que j'arrive à trouver des solutions pour... Et je lui dis, voilà, moi, je ne peux pas rester avec toi parce que j'ai un bébé de 2 ans. Il faut que je rentre chez moi. Il a l'arme pointée sur moi. Il descend son arme tout doucement. Il commence à ouvrir la bouteille d'eau et prendre des mouchoirs. Je recule tout doucement et là, j'en profite d'un moment d'inattention. Il commence à prendre les mouchoirs et là je monte dans la voiture et j'accélère et je pars. Et là je prends la direction du commissariat. Donc je roule sur une distance de 800 mètres à peu près à fond la caisse. J'arrive au commissariat, je toque, je m'annonce, je dis voilà, je suis chauffeur de taxi à Strasbourg. Je viens d'être pris en otage par quelqu'un qui vient de faire un attentat. Est-ce que c'est vrai? Il me dit oui, rentrez. Donc je rentre à l'intérieur, il y a énormément de policiers qui sont là, tout le monde est armé. Et donc je commence à donner des informations. Et je dis voilà, il est juste là dans la rue derrière, c'est une rue qui s'appelle la rue du Belfort. Je dis juste il est là, il est armé, et il a une masse en dessous, etc. Donc je donne la description, si vous voulez, j'ai photographié quand j'étais avec lui tête à tête. Quand on était debout, j'avais photographié vraiment le visage, les signes qu'il pouvait avoir. Donc ça donne dans toutes les radios. Je suis entouré de plein de policiers, mais aussi de victimes qui viennent déposer plainte à ce moment-là. Il dit, écoutez, on va vous mettre en sécurité dans un bureau et on viendra vous chercher plus tard. Et d'un seul coup, ça commence à tirer. Ça tire dans tous les sens. Ça tire, j'entends que ça tire. Mais ça tire bien. Hein. Je vois des policiers qui viennent chercher des chargeurs, que je vois arriver. Ils demandent des chargeurs pour recharger leurs armes. Et je pose des questions, personne ne me répond. Tout le monde est figé, tout le monde a peur. Et il est revenu pour tuer les policiers. Et là, il prend la fuite et il part 48 heures. Il disparaît des écrans radars. Alors vous imaginez comment ça me fait monter, je dirais, les degrés, dans le sens où il va encore tuer du monde. Et là, je m'en voudrais toute ma vie. J'aurais dû maîtriser, de faire le nécessaire. Je suis interrogé pendant plus de 8 heures. Je sors de là, pas avant 5 heures du matin à peu près. Et donc, je raconte l'affaire de la grenade, ou les grenades qu'ils ont trouvées chez lui. Et là, la police, il me dit, oui, on sait qui c'est, on a une fiche. On me montre des photos de lui, donc ce qu'on appelle, eux, dans le jargon, un tapissage. Et dans ce tapissage, je le reconnais formellement. Et c'est la photo qui a circulé dans le monde entier, enfin à travers au niveau national, mais aussi au niveau international, hein, parce que ça a été repris par toutes les télés du monde. C'est la photo que j'ai désignée, c'est cette fameuse photo. Une fois rentré à 5 heures du matin, on me laisse partir, donc je rentre avec mon taxi et là je nettoie tout le sang
qui étaient Le lendemain, je suis délogé de chez moi, parce que j'ai 150 journalistes qui sont en mes trousses. Ils ont réussi à trouver mon nom, mon prénom, mon adresse. Et donc, c'est ce qu'on appelle la chasse à l'homme médiatique. Moi, j'avais pas envie d'en parler forcément aux médias et encore moins m'exposer, parce que en sachant que ce type-là, sans doute, il n'est pas mort, il n'est pas retrouvé, il n'est pas neutralisé, donc sans doute, il va essayer de me retrouver. Je suis de nouveau interrogé par la police. Donc je m'y rends à la police pour demander de l'aide, mais je me retrouve interrogé. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec mes dires, ils ne sont pas d'accord avec la chronologie du circuit. Donc on revient là-dessus, on discute, c'est un peu tendu. Je suis témoin, mais entre guillemets aussi, je suis peut-être complice. Je n'ai aucun problème avec ça, parce que c'est normal, ils sont obligés de vérifier. Donc j'ai réussi à l'éloigner, à apporter les éléments nécessaires pour la police, ce qu'on appelle un témoignage clé. Et derrière, ils l'ont retrouvé au bout de 48 heures et il a été neutralisé. Tout ça, c'est des conséquences sur l'état psychologique, ce qu'on appelle le stress post-traumatique qui va venir bien plus tard. Parce que dans un événement comme ça, on ne réalise pas. Vous gagnez au loto, vous ne réalisez pas. Il vous arrive quelque chose comme ça, vous ne réalisez pas. C'est bien plus tard. J'étais anesthésié, j'étais figé, j'étais acteur d'un film que je ne souhaitais pas tourner, mais on m'a forcé à le tourner. Donc c'était assez dramatique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas balayer comme ça. C'est pas possible. Et dire ouais, tout va bien, on retourne travailler, c'est faux. J'avais quand même des gens autour de moi qui étaient des amis proches qui me soutenaient, ils avaient pris connaissance de l'affaire. Et là, on fait pas mal de choses ensemble, la marche, d'aller visiter des musées, des choses comme ça pour oublier. Et c'est là où je commençais bien sûr aussi à dessiner, parce que mes nuits, je dormais pas. Alors, il y a une progression, il faut savoir, il y a une chronologie de dessin. Ça dessinait comme un enfant au départ, si vous regardez ce qui sont dessinés un peu comme un enfant au départ. Après, il y a une progression dans ce qu'on appelle le coup de crayon. Et c'est beaucoup dessiné aussi en noir. Donc, c'est ce que je le ressenti. C'est des flashs ou des cauchemars qui m'ont hanté tout le long de ces 5 ans. Et donc, je me réveillais la nuit parce que j'avais des cauchemars assez horribles. C'est pour ça que dans ces dessins-là, il y a beaucoup d'armes qui sont représentées. J'ai un salon, je rentre dedans et c'est là que je commence à peindre. Donc je reste pendant 2 heures, 3 heures à faire de la peinture. Là, il n'y a pas le téléphone qui sonne, il n'y a pas rien, je suis déconnecté. Donc c'est beaucoup dessiné en noir et après je vais un peu sur la couleur. C'est beaucoup des dessins de la famille, des dessins des personnes qui m'entourent. C'est des expressions que je ressens à ce moment-là. Alors vous allez trouver des dessins avec des espèces de spirales. Pourquoi ? Parce que c'est la spirale qui me tire vers le bas et je reste quand même accroché pour un espoir de pouvoir s'en sortir. Et en fin de compte, pourquoi chaque fois que je dessine, justement avec des têtes un peu bizarres, c'est parce que tellement qu'on reçoit des coups dans la tête à tous les niveaux, sur la prise en charge, sur tout ce qui se passe par rapport au fonds de garantie, par rapport aux avocats, par rapport à toutes ces choses-là quand on fait de demandes, etc. On prend tellement de coups que notre tête elle est plus ronde, elle est orthogonale. J'ai essayé, à travers cette histoire-là, de sortir quelque chose de bénéfique pour moi, enfin une fin qui serait bénéfique pour moi, surtout sur mon état psychologique. On n'est pas conçu pour être pris en otage, on n'est pas conçu pour être sur une scène de guerre et de vivre ça. On a besoin d'être rassuré par notre pays, de pouvoir bien vivre ensemble et d'être en sécurité et d'être dans un état de droit. Sur l'attentat, moi aujourd'hui avec le recul, ça devient un combat dans le combat. Effectivement, on a un dispositif qui est mis en place pour la prise en charge des victimes, etc.
Mais ça manque de peps, ça manque d'autres ouvertures qui peuvent améliorer sur d'autres formes. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.